On arrive au terme de cette riche matinée. On va maintenant clôturer en se penchant un petit peu sur ce que nous réserve l'avenir. Retour vers le futur, c'est le nom de la dernière interview pour laquelle j'appelle Colline Schmitt, directrice de Rungis & Co, et Virgile Brodziak, patron de Wunderman Thompson Paris. Bonjour Virgile, bonjour Colline. Merci d'être avec nous pour clôturer cette 8e édition du Food Morning. Mais merci Charlotte. Et merci d'avoir été avec nous dès le début d'ailleurs Virgile pour préparer cette 8e édition du Food Morning aussi. Et jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bon, il s'est dit beaucoup de choses. Je pense que ça va résonner avec ce sur quoi vous travaillez tous les deux. Virgile, au-delà de diriger Wunderman Thompson, vous produisez aussi un ouvrage, on peut appeler ça comme ça, sur le futur de la food et du drinks, et qui a mobilisé beaucoup de vos neurones, de vos matières grises en interne, de vos équipes, et dont on va parler. Et Colline, on vous connaît moins directement. Vous dirigez Rungis & Co, qui est l'incubateur de Rungis. Donc vous travaillez avec un certain nombre de startups. Exactement. Aujourd'hui, ça représente combien de startups? Aujourd'hui, dans la promotion actuelle, on a 25 startups. Okay. Et on fonctionne par round de 6 mois. Ok. Et donc, pour vous, l'audace est un peu clé dans les propositions qui sont faites par les startups que vous incubez ou pas forcément? Comment est-ce que vous les choisissez? Alors, l'audace est importante, bien évidemment, et je pense que tout entrepreneur se doit d'être audacieux et authentique. Nous, notre mission à Rungis & Co, c'est de transformer la chaîne de valeur alimentaire avec les acteurs du marché. Rien que de dire ça, je pense que c'est relativement audacieux. Donc nous, on accompagne donc les entrepreneurs vers une innovation responsable. Et on a une conviction, c'est que cette transition alimentaire se fera par les gens et que le changement sera porté par eux. Donc nous, notre rôle, c'est d'aider à passer à l'échelle des initiatives et des projets. Et donc finalement, pour passer à l'échelle, on peut mettre en place des outils pédagogiques, bien sûr, mais je pense que notre rôle principal, c'est d'être un facilitateur humain et d'aider différentes parties prenantes qui n'ont absolument rien à voir ensemble, de prime abord, à se rencontrer. Et quand on parle de rencontre, c'est pas juste se mettre autour de la table, d'échanger pendant des heures, parce qu'on peut échanger toute sa vie avec quelqu'un sans réellement se rencontrer. Se rencontrer, c'est se comprendre, comprendre le rôle de chacun, parler la même langue. Et donc voilà, nous, notre rôle, c'est vraiment d'installer ce climat de confiance et pour que l'innovation naisse. Passionnant. Virgile, vous, chez Wunderman, vous accompagnez des marques dans cette transformation, dans la transformation qu'ils opèrent et dans la façon de la raconter. Et vous le faites notamment en les inspirant à travers une veille dont vous tirez différentes tendances, même si le mot n'est pas très joli. Parmi celles-ci, il y en a certaines sur lesquelles vous vous rejoignez. J'en ai sélectionné quelques-unes et peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus. Voilà, ça c'est le patchwork de ce que vous avez retenu. Food Tech, Digital Diets. Tout à fait. Alors, en effet, souvent, côté Wunderman Thompson, on est connu pour un rapport qui s'appelle Futur 100 et qui, en début d'année, pose les 100 tendances de l'année à venir dans 10 catégories. Et là, on a fait un travail un peu spécifique avec les équipes d'Unimedia pour comprendre, dans la catégorie food, quelles seraient les 20 tendances de demain. Alors, c'est un travail qui est très prospectif par rapport à certaines des tendances qu'on a pu discuter ce matin. Donc, on ne parle pas du bio, on ne parle pas du local, on regarde un peu plus loin, voire même très loin. On a été regarder notamment comment la nourriture construite, pensée aujourd'hui pour les astronautes, pourrait demain influencer nos assiettes et nos cultures sur Terre. Donc voilà, on est allé assez loin. Il y a des choses très intéressantes et beaucoup de projets, et peut-être certains qui seront incubés demain par Rungis, qui méritent quand même de l'attention, parce que je pense que c'est en les regardant qu'on crée les audaces et puis les curiosités des marques qui sont peut-être un petit peu plus établies, un petit peu plus installées, qu'on connaît tous. Par rapport à ces tendances, il y en a une qui s'affiche, qui est Eating for Wellbeing, parce que bien sûr ça se dit en anglais, qui résonne un peu avec la notion de recherche de bien-être, enfin de faire quelque chose de mieux pour les humains, quelque part. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce chapitre sur ce qui est fait pour...
Celle-ci, en plus, elle est marrante, c'est assez contradictoire. C'est presque au niveau du titre, la tendance qui est la plus installée, parce que la notion de santé, d'innocuité, le lien entre l'alimentation et la santé, il est établi. Et puis, il y avait une dame de Bell, il y a des gens de Danone dans la salle, il y a beaucoup de gens qui s'en sont emparés. Ce qu'on a observé, en revanche, à l'intérieur de ces 4 tendances, c'est des projets qui vont un cran plus loin. Un cran plus loin quand on parle de pureté, par exemple, pure origine, sur des problématiques très spécifiques aujourd'hui qui vont toucher, par exemple, les pollutions aux microplastiques. Et on voit et on présente, on cite des projets qui sont des projets de sel marin garantis sans, du coup, ces microplastiques qu'on retrouve pourtant aujourd'hui absolument partout dans les océans. Des projets d'eau, alors certains un peu extrêmes, qui vont, je pense à un notamment, puiser sur des sources de glaciers en Antarctique, de l'eau de manière très heureusement raisonnée, 13 000 bouteilles par an, mais qui est l'eau la plus pure du monde. Et puis on a aussi des projets sur tout ce qui est le futur, un peu l'évolution de la catégorie fonctionnelle et compléments alimentaires, avec des projets beaucoup plus aujourd'hui ludiques, beaucoup plus portés sur le plaisir et qui vont avec des chewing-gums enrichis aux acides aminés ou du chocolat enrichi à la mélatonine, avoir des promesses comme ça de bien-être, de santé. C'est presque les super aliments transformés à leur tour. Le futur de cette catégorie, en tout cas. Le futur des super-aliments. Vous, sur cette recherche justement de ce qu'on peut faire de mieux pour l'humain, vous travaillez sur quel genre de projet aujourd'hui ? Je pense qu'il y a une vraie problématique sur ce sujet et une vraie recherche des différents acteurs de plus de transparence. D'avoir en fait plus de transparence sur leur provenance des produits qu'ils consomment. Et pour ça, dans l'incubateur Rungis & Co, on a un projet actuellement qui s'appelle Label Food Chain, qui est une solution de traçabilité sur la viande qui va venir tracer tout le parcours donc, de l'éleveur jusqu'au consommateur. Ce qui est assez intéressant, c'est que, on l'a déjà dit avant, mais c'est que Rungis & Co, c'est l'incubateur qui est sur le marché de Rungis. Et donc, nous, notre rôle, c'est vraiment d'établir des connexions avec les acteurs du marché et que l'innovation se fasse ensemble. Et le cas de Label Food Chain est vraiment très pertinent, parce qu'ils travaillent, ils développent leurs solutions avec un acteur du marché, donc Avigro Avrial, le groupe Avigro Avrial, et ils développent la gamme de 120 jours du poulet. Et donc l'idée, c'est de mettre en relief tout le cycle, toute la démarche vertueuse sur le cycle de transformation du produit. Donc ça va permettre au consommateur, donc une fois qu'il va scanner sa volaille, d'avoir toutes les références, tout le parcours au niveau de l'élevage, toutes les pratiques de l'élevage, la distance parcourue par le produit, et aussi tout le storytelling de l'éleveur. Ça va d'ailleurs tout à fait en résonance avec l'autre thème qu'on va explorer, qui est Food for the Planet, parce que c'est quelque part à la fois pour l'humain, mais au-delà de l'humain, c'est plutôt pour la planète que ça vient apporter des solutions claires. Vous, c'est vraiment un gros chapitre dans votre Future Foods and Drink, ce sujet. Oui, parce qu'on est au cœur d'une crise environnementale, sociétale, mais la question de l'écologie, quand on cultive, quand on produit, elle est assez centrale. Et donc, il y a beaucoup de projets qui visent à accompagner les transformations en aidant les consommateurs avec alors, des petits nudges qui vont être des éco-scores, des Nutri-scores, et d'autres scores dédiés demain au gaspillage alimentaire ou autres qu'on voit apparaître, qui sont imposés par des distributeurs parfois, qui sont aussi initiés par des groupes qui décident d'apposer sur leurs produits comme Unilever un certain nombre comme ça d'orientation pour le consommateur pour répondre à toutes ces attentes qu'on a déjà, je ne vais pas revenir dessus, évoquées, de mieux consommer et de consommer plus responsable. Et vous avez identifié des initiatives qui sont particulièrement intéressantes en dehors des nudges, justement, d'autres idées comme ça dont peut s'inspirer l'audience? Il y en a
plein Il y en dans a le beaucoup. rapport. Ouais, Non, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'idées. Alors, je disais ce qui touche à la nourriture qui peut être créée dans des conditions extrêmes, typiquement les astronautes. Il y a des choses qui visent à changer les modes de culture pour avoir des graines, des racines qui soient mieux pour capter le carbone, qui voilà, est un effet plus vertueux, plus régénérateur sur les environnements de production, et on les retrouve tous dans le rapport. Il y a un exemple, moi, que j'ai bien aimé aussi, qui était pour lutter contre le gaspillage alimentaire, qui est un vrai sujet, dont vous vous emparez d'ailleurs aussi à Rungis & Co, mais dont vous pouvez nous parler peut-être, Colline, mais qui était de travailler à base de cellules qui ne soient pas déjà identifiées comme telles. Ouais, il y a un projet qui est particulièrement intéressant là-dessus, en effet, qui vise à faire de l'upcycling, donc de la récupération de chutes alimentaires. Là, c'est de l'upprinting. Et donc, c'est une start-up qui récupère des chutes de légumes qui n'ont pas été utilisées pour plein de raisons dans des process industriels, qui les transforme en purée, et puis qui ensuite, un peu sous un format d'impression 3D, en fait, va faire des sortes de moules à tarte, des petites cuillères qu'on peut utiliser, et tout ça de manière, qui est comestible pour être réintroduit dans des chaînes de restauration. Ça va même jusqu'à des étoilés qui utilisent ces formats. Ouais. Le gaspillage, pour vous, c'est un vrai sujet, parce qu'au-delà déjà du gaspillage alimentaire, ça va impacter un peu l'ensemble de la chaîne, donc c'est tout à fait le cœur de votre métier. Qu'est-ce que vous développez aujourd'hui comme solution ? Il y a plein de manières de traiter et de parler et de solutionner le gaspillage alimentaire. On peut essayer de digitaliser, de récupérer des fins de stock, des invendus, de les revendre. Mais on a un des projets qui s'y attaque un peu différemment. Donc ce projet, c'est Protem. Et eux, ils vont venir développer une solution comestible et éco-responsable. Donc c'est une solution qui va se mettre autour des fruits et des légumes et qui va permettre que les fruits et légumes se conservent plus longtemps. Donc à la fois en fait, et de prévenir des moisissures, des pourritures, et c'est un vrai sujet pour les acteurs, pour les grossistes de fruits et légumes, c'est d'arriver à conserver les fruits et légumes sur le long terme. Les bananes, par exemple. Exact, ouais. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, on conserve à la fois, on évite le gaspillage alimentaire, mais aussi ça permet d'éviter l'utilisation d'emballages plastiques qui auraient pu être utilisés pour justement mieux les conserver. On voit d'ailleurs, en parlant d'emballage plastique, une autre solution. Ah oui, pain de bac. Ouais, Alors, pain de bac, c'est encore une manière. Eux, ils vont venir plus... donc, ils ont plusieurs solutions qui vont venir repasser les emballages en proposant des emballages réutilisables et non plus jetables. Et donc, pareil, c'est un super beau projet de la promo Rungis & Co. Donc, eux, il y a un gros sujet à Rungis quand les produits se déplacent pour la logistique. Souvent, il y a souvent des cartons qui sont utilisés, des emballages en polystyrène. Et Pandobac, eux, ce qu'ils ont mis en place, c'est des bacs réutilisables, tracés, suivis. Donc, ils ont mis ça en place avec différents acteurs du marché. Et donc, maintenant, les acteurs du marché de Rungis s'en emparent. Ils ont une station de lavage maintenant sur le marché de Rungis. Voilà. Cas pratique. On se rapproche un peu du futur avec la prochaine tendance qui s'appelle Food Tech. En la matière, il y a pas mal de choses qui sont faites et que vous avez identifiées, notamment en ingénierie moléculaire. Il y a pas mal de projets, en effet, on en parlait en tout début de matinée, qui visent à reproduire des aliments qui ont un impact alors perçu comme négatif ou tout simplement négatif. Et c'est vrai que là, on voit beaucoup de projets gourmets, EY, qui proposent du foie gras fait à partir de cellules cultivées, donc du foie gras, du faux gras, ils appellent ça, des cellules qui sont cultivées. Et puis après, il y a aussi une autre catégorie sur la reproduction comme ça des ingrédients, qui est la culture de l'ingénierie cellulaire, et qui vise à from scratch, d'un point de vue biologique, recréer de la matière. Et ça, c'est un des gros développements qu'on a pu voir sur les projets naissants. Je pense à Voyage Food notamment, qui fait du cacao de synthèse, du café de synthèse, du beurre de cacahuète de synthèse. Là, on est plus loin de Rungis. On est plus loin de Rungis, et je pense qu'on est plus loin aussi de nos convictions côté Rungis & Co et côté School Lab, le studio d'innovation dans lequel je travaille. Et Virgile, je ne vais pas tout à fait aller dans ton sens. Je pense que
en tout cas, quand on parle de futur, on entend souvent un peu justement ces tendances de food tech, de laboratoire, que le futur de la food sera dans un laboratoire. Et personnellement, je ne le souhaite pas à la food. Je pense que, déjà, on ne sait pas comment le futur va évoluer, mais il y a une chose qu'on sait, c'est d'où tout ça part. Et ça commence en général dans les champs. On oublie la relation, je pense, au vivant, qui est centrale. Et je pense que il va falloir assez urgemment redonner une place aux enjeux sociaux et environnementaux quand on parle, si on veut penser un système alimentaire durable. Et que je parle bien de système parce que je pense qu'on sait tous ici à quel point tout est interconnecté. Et je pense qu'il va y avoir une prise de conscience nécessaire sur les enjeux environnementaux, sociaux et environnementaux ça ne va pas vraiment avec l'avènement du métaverse qu'on nous annonce imminent et des mondes virtuels auxquels on va s'intéresser quand même 5 minutes avant de se quitter. Ça pourrait. Non, oui, ça pourrait. En effet, c'est aussi une des tendances, alors moi qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est des choses qui sont à l'intersection de la technologie, de l'innovation et de l'alimentaire. Donc on ne va pas parcourir tout le rapport, il n'est pas dispo en ligne. Il faut m'envoyer un message. Néanmoins, on voit quand même que des chipotlets, puisqu'on en parle. Mais oui, il y a des choses intéressantes à faire. Il y a des choses à faire intéressantes sur le métaverse, parce que c'est des endroits pour aller à la rencontre d'un certain nombre de publics. Et puis je pense qu'il y a des choses encore plus intéressantes quand on se penche sur les questions du Web 3. Et tout ce qui est permis aujourd'hui par les NFT, mais aussi tout cet univers de la décentralisation. C'est marrant parce que la promesse d'un web décentralisé et des organisations qui se créent dessus, donc qui s'appellent c'est pas des startups dans cet univers du Web 3, c'est des DAO, des Decentralized Autonomous Organizations. C'est des boîtes qui répartissent en fait leur propriété et leur gouvernance à travers un certain nombre de jetons digitaux, des tokens. Parfois des NFT, quand ils sont non fongibles, parfois ils sont fongibles. Et tout à l'heure, quand on voyait C'est qui le patron, qui s'est créé comme ça avant l'heure, qui était du Web 3 avant l'heure, je veux dire, voilà, il y a des projets, il y a un certain nombre de projets, je pense à Burger DAO, je pense à Fly Fish Club, qui, en répartissant comme ça la propriété et puis les possibilités de donner son avis, les possibilités d'orienter à travers des votes la direction d'un projet ou d'un autre. Burger DAO, on choisit, quand on fait partie de la DAO, les lieux d'implantation des restaurants, la carte, les événements à venir à l'intérieur des restaurants. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la co-construction, de l'ordre de la participation réelle, parce que c'est aussi la promesse du Web 3, c'est pas qu'une certification, c'est vraiment des gens qui sont propriétaires d'une partie de votre projet et qui vont pouvoir aider à l'orienter, qui est extrêmement intéressant dans le cas du food. Du développement. Et on promet la publication d'un article lundi prochain dans CB News pour lister quelques initiatives intéressantes en matière de Web3 par Virgile Boisdiac, votre serviteur, qui n'est pas encore au courant, mais c'est pas grave, comme ça tu le l'es maintenant. Merci. Merci à tous les deux d'avoir conclu ce Food Morning avec Merci nous. beaucoup. Je vais rappeler Frédéric Roy pour vous dire le mot de la fin, comme on dit.